La question de décentralisation est au cœur d'échanges à Ouagadougou, réunis du 10 au 12 septembre 2025 dans la capitale, dans le cadre des États généraux de la décentralisation. De nombreux acteurs, dont ceux de la société civile, réfléchissent à proposer des réformes adaptées aux réalités socioculturelles, sécuritaires et politiques du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous recevons 3 acteurs de la société civile qui vont nous aider à mieux comprendre les avancées, les limites, mais aussi les perspectives liées à cette question de la décentralisation. Notre premier invité est le président des organisations nationales de la société civile, Herman Douagno. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Saïdou Kindo représente le laboratoire citoyenneté à cette émission. Monsieur Kindo, bonsoir et merci également d'accepter notre invitation. Notre troisième invité est Drissa Ouattara du CIFWeb. Le CIFWeb, c'est le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bienvenue à vous tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Place à cette émission. Il y a débat. Monsieur Douagno, la première question vous est adressée. Vous prenez part à ces états généraux de la décentralisation débuté ce 10 septembre et ce jusqu'au 12 septembre. Déjà, pour ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, comment se sont passés les travaux dans l'ensemble? Il faut dire que à la cérémonie d'ouverture, nous avons été, en tout cas, j'allais dire, édifiés de voir que le gouvernement a une certaine orientation déjà de ce qu'elle veut de la décentralisation, donc de la future décentralisation. C'est aussi d'appeler les participants à une réflexion prospective basée donc sur les valeurs telles que le patriotisme, mais aussi sur une décentralisation viable et pérenne qui sera donc léguée aux générations futures. Donc les réflexions ont été appelés à ne pas se focaliser sur le présent, donc sur la génération actuelle, mais à tirer les leçons des expériences passées pour se projeter et mettre dans un sens où on va léguer une décentralisation plus solide, une décentralisation qui répond vraiment aux aspirations les plus profondes et aux valeurs endogènes des populations. Et les participants ont été donc très contents, très fiers de savoir qu'il y a déjà une certaine orientation, il y a une certaine vision derrière donc cette réflexion. Et donc c'est à nous donc de travailler à donner corps à cette vision, de matérialiser donc ces orientations-là à travers donc des réflexions, j'allais dire prospectives, pertinentes, qui puissent donc alimenter le processus donc de décentralisation ou de la future décentralisation au Burkina Faso. Monsieur Kindo, vous êtes au niveau du laboratoire citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes jusqu'à ce qu'on parle de décentralisation? Mais avant, définissez-nous, c'est quoi on peut comprendre par décentralisation? Il y a un dicton qui dit que si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas se frayer le chemin. Nous venons de loin. Mais la décentralisation, je la comprends comme la plupart de nos concitoyens. C'est une répartition de compétences et de responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales qu'il crée. Nous avons traversé la période coloniale, on l'a vécu. Et au sortir de la période coloniale, et avant même d'en sortir, l'État colonial a créé la commune de Bobo-Dioulasso en 1926 pour des besoins spécifiques à la ville de Bobo-Dioulasso. Puis il a créé la commune de Ouagadougou en 1953. Et en 1959, l'État précolonial a créé les communes de Banfora, de Dori, de Kaya, de Fadangourma, de Waïkuya, et j'en passe, c'était 6 communes. Et puis nous sommes passés, cette indépendance dite formelle. L'État néocolonial, l'État souverain, dorénavant, a essayé la politique de décentralisation. Parce qu'il faut faire la différence entre la création des communes et la mise en œuvre de la décentralisation. Les communes sont créées. À l'intérieur, on met en place les conseils de collectivité. On mène on transfère des compétences. Les activités se mènent. Et c'est ça la décentralisation. Transfert de compétences et ainsi de suite. Donc, notre pays a accédé à l'indépendance et les dirigeants de l'époque ont mis en place
les communes rurales. En 1964, elles étaient 83 communes rurales. Puis en 1974, l'État a mis en place les ORD, les organismes régionaux de développement, qui avaient des vocations de gestion de proximité. Et donc, les départements étaient dirigés par le préfet du département, avec une commission administrative. On a évolué. À l'intérieur, il y avait les sous-préfectures, les arrondissements, en bas des départements. On a acheminé une délégation spéciale, puis arriva la révolution démocratique et populaire en 1983. Mais bien avant, les populations demandaient aux dirigeants de leur envoyer quelqu'un qu'ils peuvent interpeller pour poser leurs problèmes de sécurité, leurs problèmes d'eau, d'alimentation en eau, d'éducation, ainsi de suite. Parce qu'il y avait comme une sorte de déconnexion entre l'État et pas de connexion. Il n'y avait même pas de connexion suffisante. Appelons ça comme ça. Déconnexion veut dire qu'on était connecté, mais il y a des connexions. Voilà. Il n'y avait même pas de connexion. Il y avait très peu de connexion. Parce que figurez-vous, c'est à partir de Ouaga qu'on décide de construire une école à Tongo Mayel. À partir de Ouaga qu'on décide de construire une école à Saint-Dou. Il y a connexion, mais avec l'avènement de la révolution, les autorités d'alors ont créé les provinces 25 en 83, puis 30 en 1984 et 45 en 1996. Les provinces ont été des collectivités territoriales avec une délégation spéciale, un budget. Le haut commissaire était l'ordonnateur du budget. Ça a pris fin en 2006 avec la couverture du territoire en communes. Voici un peu ce qu'on peut ajouter. À partir de 1993, et au regard des dispositions de la Constitution en vigueur, la Constitution qu'on appelle Constitution de juin 1991, on a commencé à dire, est-ce qu'on ne va pas respecter notre Constitution qui prévoit des élections à tous les postes? Celui qui veut être président, celui qui veut être député, celui qui veut être conseiller municipal, il doit se présenter. Le dispositif est là. Ce même texte dit, à son article 143, le Burkina Faso est organisé en collectivité territoriale. Article 144, la loi organise la participation des populations à la libre administration. À partir de la Constitution, des textes ont été développés en 1993. 5 lois de décentralisation qui ont servi de base aux élections de février 1995 dans les 33 communes de plein exercice, dont les 30 chefs-lieux de province, la commune de Niangoloko, la commune de Houndé qui n'avait pas statut de chef-lieu de province mais qui va le devenir plus tard, et la commune de Puitenga. Puitenga, Niangoloko étaient des communes où le potentiel économique permettait de mobiliser des ressources pour faire fonctionner. Après les élections de 95, l'État a réfléchi et a fait adopter un dispositif qui améliore les 5 lois de décentralisation. Ça a abouti à ce qu'on adopte les textes d'orientation en 1998. On a fonctionné avec ça jusqu'en 2004. Entre-temps, il y a eu des élections en 2000, puisque le mandat courant 5 ans, de 95-2000. Il y a eu des élections en 2000, septembre 2000. Donc, deuxième génération de conseils de collectivité. Puis, les dispositions du TOR disaient, il faut un transfert concomitant de compétences et de ressources. Il faut une loi de programmation de tout ce qui est prévu dans les textes. En 2001-2002, l'État s'est rendu compte qu'il ne peut pas respecter la loi de programmation. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revoir les textes qui prévoient la loi de programmation. Et comme toute chose s'améliore en tirant de sa propre expérience, l'État est allé, le législateur est allé jusqu'à changer les textes de la décentralisation, les TOR, Code général des collectivités territoriales, adopté en décembre 2004, qui prévoit désormais, en plus de l'existence de la commune rurale, commune urbaine, consacrée déjà dans les TOR. Il y a la commune rurale, il y a la région, et il y a, en projection, la couverture du territoire en commune, ce que certains appellent communalisation intégrale. C'est ça qui a permis les élections de 2006 dans 302 communes rurales, 49 communes urbaines, et il y a la mise en place des 13 conseils régionaux. Je dis mise en place parce que les conseils régionaux, les conseillers viennent des communes. Et à côté de cela, les communes de Ouaga et de Bobo ont été renforcées, consacrées dans leur fonction de communes à statut particulier et subdivisées en arrondissements. D'accord. Actuellement, je crois que c'est 12 à Ouaga et puis 5 à Bobo. Voilà. Et ensuite, 2006-2012,
parce que le mandat a été prolongé, et il y a eu les événements. Tout un long processus depuis toutes ces années. Ce qu'on peut retenir, c'est que les populations, les communautés ont toujours adhéré au projet de société qu'on leur propose. S'il y a eu élection en 95, c'est que les gens sont partis s'inscrire et ils sont élus. Certes, des espoirs ont été déçus. En 2000, ils sont élus. En 2006, ainsi de suite. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'État fait halte pour dire quelles sont les insuffisances que nous avons constatées. Alors, Herman Douagno, Monsieur Kindo nous a expliqué un peu les différentes étapes et on comprend essentiellement qu'avec la décentralisation, il y a l'aspect transfert de compétences. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Le transfert se fait de la part de qui vers quel acteur au niveau des collectivités territoriales? Vous savez, l'État ayant fait l'option d'adopter donc la décentralisation comme politique de développement, parce que c'est ce qu'elle est, c'est de faire en sorte de développer les territoires à partir de la base. Donc moi j'aime dire que la décentralisation, c'est en fait si vous voulez, c'est la déconstruction ou l'implosion de la centralisation. C'est-à-dire on fait en sorte que on ne centralise plus les choses, comme le doyen Kindo venait de le dire, ou depuis Ouagadougou on décidait par exemple de réaliser des infrastructures éducatives au plus profond du Burkina, alors qu'il n'y a pas il n'y a pas un suivi la connexion n'est pas très nette. Voilà, donc aujourd'hui, l'État avait décidé que pour plus d'efficacité, qu'on puisse confier donc le développement et la réalisation de ces infrastructures à des entités plus proches des populations. Et c'est ça la décentralisation. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'y aller. Il y a l'aspect politique de la décentralisation qu'on appelle donc la dimension de décentralisation politique. Il y a l'aspect administratif, donc qui est les différents découpages qui sont faits et qui donc servent de territoire pour les collectivités territoriales qui les gèrent librement. Et puis il y a la décentralisation financière bien sûr qui appelle à une délégation, voilà, ou à un transfert de ressources financières pour pouvoir donc gérer le développement à la base. Maintenant que l'État s'est rendu compte que c'est une approche qui est assez efficace ou même qui est très efficace pour produire des résultats probants en faveur de la population, l'État a décidé donc de transférer un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales qui sont les communes et les conseils régionaux. Et donc ce transfert de compétences-là, c'est fait de l'État vers ces collectivités. C'est-à-dire que c'est les compétences que l'État exerçait, c'est-à-dire construire une école, relève du pouvoir régalien de l'État. Et c'est lui qui décide librement de confier la gestion donc de cette compétence ou de l'exercice de cette compétence à la collectivité qui est la commune et aussi par exemple l'aménagement du territoire à la région qui est le conseil régional, donc la région de collectivité territoriale. Mais est-ce qu'en confiant justement ces différentes prérogatives là, est-ce que on accompagne cela avec de l'argent ou bien c'est à la commune de... Justement, pour pouvoir donc exercer ces compétences qui sont confiées, parce que l'État aussi avait les moyens de pouvoir exercer ces compétences, donc c'est logique que l'État puisse accompagner ces compétences-là de ressources. Donc il y a d'abord les ressources financières, mais il y a aussi celles humaines et celles matérielles, parce que les collectivités ne peuvent pas porter des problèmes et sans en avoir les moyens de les résoudre. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le transfert des compétences et des ressources. Maintenant, quand on analyse depuis la communalisation intégrale de 2006, on se rend compte que en allant à ces transferts de compétences, de ressources qui ont effectivement commencé en 2009, aujourd'hui, avec le secteur de l'éducation, de l'AEPA et de la santé, aujourd'hui, on note qu'il y a énormément de défis et de problèmes donc dans la gestion de ces compétences par les collectivités. Mais on peut aussi dire que les torts sont partagés parce que l'État aussi a une part de responsabilité dans la mauvaise gestion
ou le mauvais exercice donc de ces compétences par les collectivités, parce que souvent les ressources ou les moyens qui devraient permettre aux collectivités de bien gérer ces compétences transférées ne sont pas au rendez-vous. Et donc, du coup, les collectivités peinent à les gérer. Il y a aussi la capacité même intrinsèque des collectivités à pouvoir porter des problèmes d'envergure. Donc, souvent, les capacités techniques ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas là au niveau des collectivités. Et ça vient donc faire obstacle à la maîtrise d'ouvrage, donc par rapport aux projets qui sont mis en œuvre dans le cadre donc des compétences transférées. Monsieur Ouattara, vous qui êtes au niveau du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWEB, la question de gestion de finances, c'est un élément auquel vous vous intéressez. On parle de problèmes de gestion au niveau des collectivités. Quelle est votre lecture et votre appréciation de ces difficultés rencontrées au niveau de ces collectivités-là? Il y a beaucoup de défis qui sont constatés ou qui se vivent quant à la gestion des ressources transférées, mais pas seulement les ressources transférées et tout ce qui est gestion administrative et financière au niveau des collectivités. Mais puisque vous savez qu'en matière de gestion ou de gouvernance, les choses sont entreliées. Donc, il va sans dire que une faible capacité technique du personnel dans une collectivité va jouer sur la qualité de sa gestion financière, mais même sa capacité à porter et justement, j'allais dire ses attributions ou à exécuter clairement la maîtrise d'ouvrage du développement local. Et comme on le dit, ces difficultés, il y a celles qui peuvent relever justement du leadership local, c'est-à-dire ou même des outils ou des instruments à disposition des collectivités, mais il y a aussi à l'analyse la responsabilité de l'État qui, du reste, que la décentralisation marche bien, c'est son rôle de faire marcher la décentralisation. Qu'elle ne marche pas bien aussi, c'est son rôle d'envisager justement comment faire en sorte que les choses puissent se passer telles que cela doit être. Donc pour que la décentralisation puisse amener tout le résultat qui lui est rattaché en termes de bien-être pour les populations. Et c'est à ce titre qu'on parlait donc d'espoir pour cette fenêtre ou cette halte pour réfléchir sur comment booster à la lumière des difficultés que les collectivités vivent. Mais j'allais ajouter que en termes spécifiquement de gestion financière, il y a les problèmes classiques qui sont là, hein. Vous allez voir qu'on a des réalisations d'infrastructures. Bon, les difficultés qu'on constate en termes de qualité de réalisation de ces infrastructures au niveau des réalisations portées par l'État central. Je vais dire les difficultés de l'État central ont petit à petit glissé vers les communes où on voit qu'on a toujours quand même les défis liés à la bonne gestion des ressources financières. Je ne vais pas parler par exemple de corruption parce que là c'est difficile peut-être de le démontrer et donc sans verser dans les affirmations, mais tout le monde sait que ça existe, c'est comme le vent, mais même si on le voit pas. Mais il y a aussi j'allais dire l'autre dimension qui est les questions de transparence, de redevabilité qui doivent pouvoir améliorer la qualité de la relation entre les dirigeants locaux et les populations qu'elles sont censées servir, de nature à faire en sorte que ça puisse créer les conditions d'un cercle vertueux où la confiance citoyenne permet justement de booster leur effort de contribution aux recettes fiscales, et parce que justement on a une administration locale qui est capable de démontrer qu'elle gère bien ses ressources de manière efficace et pour l'intérêt général. Et quelquefois on n'a pas tous les résultats à ce niveau-là. Et bon, mais le plus important, à mon avis, c'est que il y a déjà cette prise de conscience et que les OSC, les organisations de la société civile que nous sommes, on tente justement à partir de ce moment-là d'apporter notre contribution et faire en sorte qu'il y ait cette éducation, sensibilisation, parce que là, il faut les deux. Il faut travailler à ce que les populations comprennent quel est leur rapport aux ressources ou à la gestion publique
c'est-à-dire comment la gestion publique peut affecter leur vie et autres, mais aussi faire en sorte que l'autorité locale puisse aussi comprendre et s'approprier son rôle convenablement pour que finalement on crée les conditions d'un développement à la base et qui soit respectueux des principes d'une gouvernance vertueuse au bénéfice de tout le monde. D'accord. Alors je rappelle que nous parlons de décentralisation à travers les états généraux de la décentralisation qui se tiennent du 10 au 12 septembre à Ouagadougou. Nos invités pour en parler sont Herman Douagneau, le président des organisations nationales de la société civile, Saïdou Kindo du laboratoire Citoyenneté et de Drissa Ouattara du CIFWEB, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Alors, monsieur Kindo, lorsqu'on parle d'avancées et de limites au niveau du processus de décentralisation, vous, au niveau du laboratoire citoyenneté, il y a un aspect, la redevabilité que monsieur Ouattara a évoqué tout à l'heure. Comment cela doit-il se passer concrètement pour que ça contribue à ce que la décentralisation joue pleinement son rôle au profit des populations? Le laboratoire citoyenneté s'est rendu compte que déjà dans les sociétés traditionnelles, il y avait une forme de gestion des affaires locales, la gestion du foncier, la gestion de la solidarité, la gestion de façon traditionnelle. Or, nous savons qu'au village, la plupart des membres de la communauté sont impliqués. Tout le monde voit comment ça se passe. Tout le monde comprend comment ça se passe. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, s'inspirant de cela, l'État a dit, bon, on n'a qu'à aller à la décentralisation parce qu'il y a des facteurs qui favorisent. Mais nous y allons. Et le compte rendu, c'est-à-dire le devoir de rendre compte, parce qu'on a un mandat, ça tarde à venir. Le réflexe de rendre compte, ça tarde à venir. Nous avons remarqué ça au laboratoire de citoyenneté et par d'autres OSC, que la tendance à rendre compte diminue. Nous avons activé avec les autres membres de la société civile, nous avons attiré l'attention de l'autorité. Tant que le citoyen ne participe pas à la définition de son bien-être là, c'est difficile de le mobiliser. Et comment le citoyen peut-il alors participer un peu à toutes ces étapes? Le citoyen, il participe à la mise en œuvre de la décentralisation en allant voter. Ou bien, ensuite, il participe à la mise en œuvre en payant ses taxes et impôts. Impôts qui alimentent le budget national, taxes qui alimentent. Le citoyen, le fait d'aller assister aux sessions du conseil, il a un regard. Il se dit, bon, quand je vais repartir, je vais dire à mon conseiller municipal, bon, quand vous allez vous retrouver en session, je pense que, puisque la vocation c'est ça, c'est mobiliser le maximum du peuple. Donc, le citoyen peut et doit participer. Si avant la mise en œuvre formelle de la décentralisation, les gens cotissent pour construire des PSP, des dispensaires, des écoles, des barrages, avec le cadre fonctionnel, on peut les mobiliser davantage. Il faut qu'ils participent à la définition de la politique publique. Or, l'État a toujours eu tendance à faire pour. On va faire ci pour les collectivités. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, le contexte a changé parce que nous sommes dans faire pour, ce que vous appelez top-down, faire pour, c'est compliqué. Donc, le citoyen, il peut participer en allant aux élections, en se mobilisant pour les travaux d'intérêt commun. Façon, mais bon, elle est là pour illustrer. Mais il l'a fait avant même la décentralisation formelle. Sous la Révolution, les travaux d'intérêt commun, planter les arbres, curer les caniveaux, ramasser les agrégats, ainsi de suite. C'est sa participation. Il paie les impôts. Il paie les taxes. Et il dit, moi, je pense que il critique, la critique saine, là, la gestion, la façon de gouverner. C'est ça la participation. Maintenant, la redevabilité, c'est le devoir qui est assigné à chaque responsable, celui qui est devant, comme on le dit là. Il faut rendre compte. Le fait de rendre compte établit un climat de confiance entre les différents acteurs. Pour éviter qu'il y ait des cas de corruption, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour contrôler un peu ces ressources mises à la disposition des collectivités pour que ce soit bien géré? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui est gestion publique, gouvernance,
doit mettre le citoyen au centre, au cœur. Parce que quand le citoyen n'est pas au cœur, vous avez un système qui est pris en otage par une minorité qui arrive à s'arranger pour pouvoir s'octroyer des faveurs. Donc, au niveau des collectivités territoriales, moi, j'aime bien les termes participation citoyenne, redevabilité et transparence, parce que ce sont là les trois piliers qui peuvent vraiment amener les collectivités à gérer sainement et pour le bien-être des populations. Et comme l'a dit Monsieur Kindo, vous ne pouvez pas faire mon bonheur sans moi, c'est que vous le faites contre moi. Voilà. Et en termes de participation citoyenne, il faut dire que au-delà de tous les aspects que Monsieur Kindo a cités, il y a des aspects assez intéressants. C'est que l'autorité même a le devoir d'organiser la participation citoyenne. Je prends le cas, par exemple, des projets qui doivent donc être, j'allais dire, mûris et réalisés dans la collectivité. Vous ne pouvez pas réaliser un projet qui ne répond pas aux besoins des populations. Donc, il faut les consulter. Il faut faire en sorte de savoir si le projet est en phase avec les besoins que ces collectivités-là, que ces populations-là ressentent, pour pouvoir les dérouler sainement et les engager par rapport donc à la mise en œuvre et au suivi. Ça va permettre ça vous permet d'avoir non seulement l'argent pour financer ce projet-là, ça vous permet également d'avoir un regard, parce que ce qui va faire le bonheur de quelqu'un, il ne va pas s'amuser avec, entre guillemets, il va ouvrir l'œil pour faire en sorte que ça soit bien réalisé. Donc, cette participation citoyenne s'organise et nous avons plusieurs instruments donc qui peuvent permettre donc de faire cette participation citoyenne. Vous avez l'élaboration participative des PCD, donc les plans communaux de développement, ce qui est d'ailleurs un principe donc de l'élaboration de ces PCD. Vous avez les budgets participatifs, c'est-à-dire chaque année, quand le président du conseil de collectivité va élaborer son budget, qu'il puisse au moins organiser des forats pour entendre le son de cloche des communautés et pouvoir donc confectionner son budget en fonction des préoccupations réelles et des aspirations profondes des communautés donc de sa commune. Ça, c'est très important. Et maintenant, si vous avez décidé ensemble de planifier et d'exécuter des projets, c'est là où le compte rendu trouve sa plénitude, où le compte rendu trouve tout son sens. Parce qu'un projet où chacun des deux parties s'est engagé, population comme autorité, et au compte rendu, bon, vous allez bien sûr faire le bilan en mettant chacun face à ses obligations. Et celui qui a failli, voilà, il va aussi reconnaître qu'il a failli et que bon, il n'a pas jeté l'anathème sur l'autre partie. Et c'est là où c'est très important parce que quand cette co-responsabilisation s'établit entre l'autorité et les citoyens ou les populations en termes de projets communaux, ça veut dire que quelque part, ça vient juguler ou bien ça vient régler la question de la corruption parce que chacun, j'allais dire, surveille l'autre. Donc, c'est une surveillance mutuelle et ça peut même conduire à une gouvernance plus vertueuse et ça vient vraiment, j'allais dire, gérer toutes les questions de légalité, toutes les questions de légitimité, parce que là, les populations, elles n'ont qu'un seul souhait, elles n'ont qu'un seul vœu, c'est de voir leurs préoccupations et leurs besoins être pris en charge par l'autorité qui est compétente et qui doit le faire, c'est le président du conseil de collectivité. Et si c'est pas le cas, on passera toujours le temps à avoir des crises au sein des conseils de collectivité, on passera toujours le temps à indexer les maires comme étant des personnes ou des personnalités corrompues, parce que on n'arrive pas à avoir le retour de l'ascenseur, on n'arrive pas à avoir l'effet induit des actions du maire sur le quotidien même des populations. Monsieur Ouattara, avec l'installation des délégations spéciales, est-ce qu'il y a un changement au niveau du fonctionnement des collectivités territoriales depuis 2022? En principe, dans les attributions, c'est les mêmes attributions que les conseils de collectivité élus. Mais comme on l'a dit, si on veut interroger la gouvernance, on va bien se rendre compte justement qu'il y a quand même des nuances à faire, où il y a des limites ou des avantages au fait que ce soit les délégations spéciales qui soient aux commandes dans la gestion des collectivités territoriales. L'avantage peut-être qu'à quelque part, on peut dire que bon,
le fait que ce soit les représentants de l'État et un peu les forces vives des collectivités, il y a une sorte de capacité plus ou moins relativement plus technique que les élus, où quelquefois le système électoral n'avait pas pu générer des hommes politiques ou des élus locaux, en tout cas à forte capacité pour pouvoir comprendre et s'approprier les enjeux de développement. Alors, l'autre défi de gouvernance qui s'attache justement à la délégation spéciale, c'est que au niveau des collectivités, enfin des conseils élus, ça avait l'avantage que chaque secteur ou chaque village connaissait son représentant dans la gestion de la collectivité. Mais cette nouvelle configuration avec la délégation spéciale, on a plus cette possibilité de pouvoir identifier au niveau secteur ou au niveau village qui nous représente, ce qui fait que quelquefois certaines catégories, enfin en tout cas des villages alertent ou ont l'impression que enfin ils n'ont pas la garantie qu'on est en train de s'occuper de leurs préoccupations, parce que bon, même si au niveau politique ils n'avaient pas forcément la force d'influencer les choses, au moins ils savaient à qui aller s'adresser lorsqu'ils avaient une préoccupation majeure. Et du coup sur cet aspect, je pense que c'est le principal défi. Et puis la délégation spéciale constitue de façon théorique une remise en cause de la libre administration des populations, parce que le principe de décentralisation, c'est que c'est les populations qui élisent les représentants et autres. Mais lorsque nous sommes en décentralisation, il y a forcément cette possibilité qui échappe aux populations de dire qui ils veulent voir à la destinée de leur collectivité pour organiser le développement ensemble. Monsieur Kindo, pour votre réaction. Oui, je voulais ajouter, je ne vais pas porter un jugement de valeur ou de comparaison entre le conseil élu et la délégation spéciale. Nous avons constaté seulement que depuis la mise en place des conseils et des délégations spéciales, les membres ont les coudées plus franches pour trancher certaines situations. Par rapport au conseil élu, qui, dans leur conflit entre partis politiques ou choses, n'arrivaient pas à trancher. Les membres de la délégation spéciale ont les coudées plus franches. Quand vous arrivez dans certaines collectivités où ils vous disent effectivement, c'est vrai, ils sont pas élus, ils se battent comme ils peuvent, mais ils ont les coudées franches. On n'a pas l'impression que c'est le monopole de tel ou tel parti. Voilà. Alors, et comment faire de telle sorte que la décentralisation puisse vraiment répondre aux aspirations des populations? Vous avez parlé de ce contexte. Comment profiter de ce contexte-là pour apporter des changements adaptés aux préoccupations des populations? Sur quel axe on doit y aller concrètement? C'est redonner espoir. Redonner espoir. Faire en sorte que les compétences transférées, parce qu'elles sont transférées, les matières des compétences transférées puissent être effectivement exercées. Pour ce faire, il faut des ressources humaines de qualité. Il faut des ressources financières. Il faut un suivi de rigueur. Il faut de la rigueur dans le suivi. Nous avons une politique d'organisation de l'administration du territoire, couplée à la décentralisation, qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen de Marcoy, il est fier d'être citoyen de Marcoy, fier d'être citoyen du Liptako, sa région, et fier d'être citoyen burkinabé. C'est la politique d'organisation du territoire, là. C'est ça qu'il fait. Il y a des gens qui sont heureux d'être citoyens de Samorogouan, de Sendou, de Boura, de Logobou. Pourquoi? Parce que quand vous dites, vous saluez quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, vous commencez à causer, et c'est où? Et il vous dit, c'est le Burkinabé, mais il est fier parce que. Donc, c'est un acquis majeur sur lequel il faut toujours des choses. Si nous avons pu résister jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ce sentiment-là est profond. Nous avons à un moment donné demandé un État fort. Dis-nous, c'est les citoyens, la communauté, un État fort. On nous dit non, vous voulez un État policier. Non. L'État fort, c'est l'État qui prend des textes pour protéger les populations, pour faire bouger la machine, pour produire, pour. Il les prend. Et il prend des dispositions pour les appliquer.
il suit, il contrôle, il conseille. Celui qui s'écarte du chemin, il le ramène ou bien il le sanctionne. C'est ça qu'on avait demandé l'État fort. Que tous les efforts convergent vers cela. Parce que nous ne pouvons pas reculer. Alors, Monsieur Douaniho, qu'est-ce qu'on devrait ne plus avoir comme insuffisance à l'issue de ces états généraux de la décentralisation? Déjà, c'est que je commencerai par dire que nous avons toujours décrié, c'est le devoir d'assistance de l'État qui est très limité. J'aime dire souvent qu'une bonne décentralisation s'accompagne forcément d'une bonne déconcentration. Parce que vous ne pouvez pas demander aux collectivités d'être viables, de pouvoir produire des services publics locaux aux populations sans en avoir les capacités et les moyens d'action. Et elles peuvent pas forcément ces capacités dans toutes les matières, mais les services techniques déconcentrés qui représentent les sectoriels et même l'État central sur le plan administratif doit pouvoir jouer ce rôle d'appui, conseil et d'accompagnement des collectivités territoriales. Ça, il faudrait que, à l'issue des États généraux, nous puissions avoir en tout cas une position tranchée pour que les clivages qu'il y a donc dans l'accompagnement ou le devoir d'assistance de l'État n'existent plus à l'avenir. L'autre chose, c'est aussi de travailler à ce que le caractère partisan, parce que les collectivités ont été gérées avec émotion. Je le dis toujours, et c'est ce qui a fait que on a constaté des crises au détriment même du bien-être des populations. Moi, un jour, j'ai dit à Oundé, aux conseillers municipaux, j'ai dit si moi j'étais de la population, j'allais mobiliser la population pour qu'on puisse prendre les goudins et les battre. Ils ont des milliards, mais ils n'arrivent même pas à les exécuter. Tout simplement parce qu'il y a une guerre au sein des conseillers. Qui dit, mais alors que la population a des besoins, qu'elle peut satisfaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si c'était autant politique, ça veut dire que c'est le caractère partisan. Et moi, je crois que une réforme du système partisan s'impose, est nécessaire pour que nous puissions avoir un mot de désignation des élus locaux et même des présidents des exécutifs locaux qui répondent effectivement aux aspirations des populations, mais aussi aux valeurs endogènes. Comme l'a dit le doyen Kindo, nous avions une manière de gérer les communautés. Les communautés ont en elles-mêmes les mécanismes de solidarité, des mécanismes de sécurisation, des mécanismes d'entraide. Et ça devait être normalement valorisé, ça doit être valorisé pour pouvoir rendre plus fortes les collectivités territoriales. Maintenant, la chose qui doit être au-dessus et chapeauter tout ça, c'est la restauration ou le rétablissement de l'autorité d'État. Le doyen a appelé ça tantôt un État fort, mais moi je dirais beaucoup plus un État fiable, un État sur qui, c'est-à-dire les citoyens comptent, les citoyens adhèrent, à qui les citoyens adhèrent, parce que c'est-à-dire la chose publique ou bien même les productions publiques, c'est comme si ça n'appartenait qu'à IB, au président du Faso, ou bien au ministre. Et donc, du coup, les populations n'adhèrent pas forcément à cette dynamique. Mais avec quand même la situation d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un pas en avant, même si certains croient qu'il y a plus de coercition que de persuasion. Je crois qu'il y a quand même des moments où on se rend compte que il y a eu aussi de la persuasion quelque part parce que les actes sont parlants. Et donc, l'autorité de l'État doit être rétablie et doit être suivie. Et l'autorité de l'État, là, c'est de faire des textes qui sont quand même assez bien solides, qui gouvernent donc le niveau local, mais aussi qui amènent les acteurs, c'est-à-dire qui ramènent les acteurs dans le chemin, dans le droit chemin, donc dans la République, et qui sanctionnent ceux-là qui refusent d'entrer dans la République. C'est très important la mesure coercitive parce que on ne peut pas être en République et puis ne pas pouvoir adosser aux règles de la République des sanctions. Donc c'est très important. Et je crois que si la décentralisation doit effectivement être très bien conduite à l'avenir,
il faudrait que ces 3 éléments-là puissent être donc respectés, en plus de ce que donc le doyen Kino a dit. D'accord. Alors, Drissa Ouattara, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme changement à l'issue de ces états généraux, vous qui êtes au niveau du CIFWEB? Merci. Alors, 2 ou 3 choses. La première chose, c'est ce que vient d'évoquer tout à l'heure Monsieur Douagno, c'est de débarrasser ou d'atténuer justement la prédominance du politique sur la décentralisation. C'est vrai que la décentralisation a un rôle politique, administratif, mais j'allais dire que la nouvelle décentralisation que nous devons construire devrait mettre l'accent aussi sur les dimensions de développement, donc économique et développement. C'est-à-dire bâtir une décentralisation basée sur nos potentialités et avec toute la construction institutionnelle qui va avec, c'est-à-dire un niveau de déconcentration adapté qui puisse accompagner ce processus de décentralisation au mieux, mais en même temps dégager des possibilités de financement de la décentralisation à partir de cette construction institutionnelle. Alors, je m'explique. Et ici, nous avions des niveaux, jusque-là, nous avions des niveaux de décentralisation avec, j'allais dire, 3 niveaux de déconcentration, c'est-à-dire région, province et département. Alors, l'idée, c'est de dire, si on doit faire une décentralisation de développement, on peut envisager, justement, garder un niveau de décentralisation et rationaliser les moyens dans le fonctionnement, justement, de certaines administrations locales pour que finalement l'objectif de développement qui est recherché, nous puissions avoir à mieux nous consacrer à ça que, j'allais dire, le fonctionnement. On n'est pas contre, j'allais dire, le fonctionnement ou les administrations, parce que je m'excuserai auprès des doyens ou du doyen qui est ici. Et je crois que la volonté de faire participer les populations à la base au processus de développement a toujours été présente. Quelquefois, on l'a fait sans la présence d'une administration locale et quelquefois, on le fait avec une administration locale qui permet justement d'avoir une fonction politique bien remplie où peut s'exercer justement une gouvernance locale qui fait appel à tout le monde. Mais sauf que justement, elle a un coût, c'est l'administration locale qui encadre donc pour le fonctionnement de la décentralisation peut avoir un coût et peut-être qu'il y a la possibilité de questionner l'efficacité de certains niveaux de décentralisation. À défaut de supprimer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément totalement, mais je vais dire, en tout cas, à défaut de pouvoir supprimer ou de rester à un niveau de décentralisation, il faut une réforme au niveau par exemple des conseils régionaux qui doivent nous permettre d'aller vers des conseils de développement régionaux qui peut être une structure publique qui organise les développements, où on peut avoir par exemple des maires qui sont membres du conseil d'administration et aussi recruter un coordonnateur ou en tout cas un dirigeant pour un mandat précis où l'État peut mettre des ressources pour booster le développement dans certaines mesures. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est fondamental. Et puis, faire en sorte que les collectivités, la taille, on a une sorte de disparité énorme sur la taille des collectivités. Vous prenez des collectivités qui ont moins de 10 villages, comparé à certaines collectivités qui sont à plus de, ou en tout cas environ 100 villages, et dont les potentialités, comme on l'a dit, on n'a pas réussi à créer cette dynamique économique locale qui puisse prendre en charge justement ces niveaux de fonctionnement-là. Peut-être qu'il y a lieu de se pencher aussi sur cet aspect-là et plafonner à un moment donné les représentants, en tout cas les représentations au niveau des conseils de collectivités. Et puis peut-être en dernier ressort ou en dernier lieu, je vais peut-être dire que
cette nouvelle décentralisation doit pouvoir justement s'adosser, comme ils l'ont dit, sur un État fort, et c'est-à-dire qui définit des principes, qui les respecte et qui fait en sorte que tout le monde les respecte, et en cas d'écart, qu'on puisse être en mesure de situer les responsabilités et sanctionner pour être en légitimité toujours avec la population et les bases qui sont les acteurs pour lesquels tout cela se met en branle. D'accord. Alors, Seydou Kindoul, nous allons terminer avec vous avec cette question. Est-ce qu'il y a d'autres attentes que vous voulez exprimer, vous qui représentez le laboratoire citoyenneté ce soir dans cette émission? Tout à fait. Permettez-moi de dire que je m'aligne sur ce que les deux communicants, c'est ça, on dit. Je suis tout à fait d'accord, je m'aligne, je souhaite qu'on chose. Pour ma part, en tant que responsable, représentant de la laboratoire citoyenneté, c'est de dire, au sortir des états généraux, qu'on puisse libérer le pouvoir de décision. Autant les efforts sont faits pour libérer le territoire. Nous sommes à 72%. Autant les efforts sont faits. Libérer le pouvoir de décision pour les collectivités territoriales. Je m'explique. Au sommet de l'État, la volonté est affichée, c'est clair. Sinon, on aurait suspendu. C'est clair. Et la pratique, on remarque, à la volonté de. Il se trouve que l'organisation de l'État est telle que il y a des entraves au milieu, dans les sectoriels. Il y en a qui freinent 4 fers, tous les 4 fers, et les maires sont obligés, ou les PDS, délégations spéciales, là, sont obligés de faire la gymnastique pour faire passer certaines idées, poser certaines actions. Libérer le pouvoir veut dire que les directeurs centraux, qu'ils soient financiers, de la santé, de l'éducation et ensuite, qu'ils valorisent davantage leurs choses en accompagnant au mieux. Ils le font déjà, mais libérer, accompagner au mieux, libérer, faciliter, pas de dossier sur la table. Allons conseiller les responsables des collectivités. Et en cela, nous avons les représentants de l'État, que sont les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets. Libérer le pouvoir, prendre le pouvoir là des mains des directeurs centraux, amener-le vers les collectivités où il y a les représentants. Ça donne plus de valeur aux techniciens de l'État dans tous les secteurs, parce que si ça se passe bien de l'autre côté, c'est à leur honneur. Et ça donne aussi du courage aux responsables des collectivités pour apprendre. Parce qu'il faut bien qu'ils apprennent. L'autre aspect, c'est le contrôle. Je propose de privilégier le contrôle a posteriori, que les collectivités engagent les dépenses. Et puis on contrôle. En même temps, ils savent qu'on les suit. On va les accompagner et on va sanctionner positivement ou négativement. Ça permet d'apprendre. Ça fait déjà 3 décennies que nous sommes en décentralisation. Et on continue de vouloir faire pour. Oui, juste ajouter une petite idée que j'avais mis, notamment sur les enjeux du financement de la décentralisation. Je crois que il y a aussi une observation ou un constat qui est clair, que la décentralisation a quand même aidé les communes qui ont une potentialité économique. Si vous prenez les communes comme Ouagadougou, Bobo, ils ont quand même des ressources pour, en tout cas, mettre en œuvre, définir des projets et programmes de développement. Mais à côté, vous avez d'autres communes, surtout les communes rurales. C'est vrai que la question minière est intervenue entre-temps. Mais à côté, vous avez les communes rurales qui n'ont pas cette capacité économique et qui n'arrivent même pas à mobiliser un minimum de ressources, ne serait-ce que pour tenir une période X de fonctionnement sans qui doit attendre tout de l'État. Alors, moi, je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en place un mécanisme de financement, c'est-à-dire, ou, en tout cas, une sorte de péréquation qui puisse être une manière de financer les communes pour booster ou,
en tout cas réduire les inégalités au fur et à mesure de manière progressive, parce que nous sommes un État. Nous ne devons pas avoir des îlots de paradis d'un côté et des îlots d'enfer, ou en tout cas, ou des îlots de territoires où il est difficile de vivre. Est-ce qu'il ne faut pas entreprendre des péréquations de cette matière, notamment avec les ressources non affectées, les ressources fongibles, pour dire oui, désormais, quand même, la répartition de ces ressources-là devait s'appuyer sur j'allais dire un niveau de développement X qui n'a rien à voir a priori avec une performance d'un acteur donné, mais qui tient compte qu'il y a un besoin à satisfaire ici, et c'est le rôle de l'État de tirer tout le monde vers le haut, et de toute façon avec la possibilité de faire des primes pour ceux qui arrivent à mieux gérer, et ceux qui arrivent, en tout cas des bonus pour ceux qui sont efficaces, performants. Mais là, ça a l'avantage quand même de faire en sorte que les populations ne soient pas brimées lorsque une autorité locale est contre-performante. Mais on peut faire en sorte que justement, en amont, on ait une situation du niveau de développement, les inégalités qu'il y a, les fractions sociales qu'on peut avoir, et pour dire qu'ici, on a besoin d'intervenir parce que là, il y a un besoin, et c'est le rôle de l'État d'accompagner les collectivités à cet effet. D'accord. Accompagner donc les collectivités pour que le développement local soit une réalité au profit des populations. Merci en tout cas vous pour ces différentes explications. 3 invités pour aborder la question de la décentralisation dans cette émission. Le président des organisations nationales de la société civile, Herman Douagneau, Saïdou Kindo, représentant le laboratoire citoyenneté, et Idrissa Ouattara du CIFWeb, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci en tout cas vous d'avoir accepté notre invitation et merci pour tous ces éclairages. À vous fidèles auditeurs, merci de votre constante fidélité à nos programmes. À bientôt pour une nouvelle émission.